est arrivé maintenant dans cette gare et on va s'apercevoir que voilà, qu'on est dans la rumeur de la ville. Ça y est, on est déjà à 70, 70, 72 décibels et ce niveau va rester constant en permanence. Un continuum sonore, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait lancé cette idée de bruit violence. Alors est-ce qu'on est dans la violence là derrière, dans la mesure où, on ne sait pas, on va en parler juste après, mais ce que je sais, c'est que ce continuum, les gens n'en sont pas vraiment conscients. Et quand on pose la question à des gens qui sont sur ces lieux-là, on est allé interroger des gens qui travaillent dans ces gares, mais ils nous disent oui, c'est normal. Sauf qu'il y a des arrêts de travail, beaucoup. Il y a des gens qui s'arrêtent de travailler aussi. C'est comme dans certains bars. Les sons, eh bien les sons, ils comptent ce qui s'active par ou encore à propos de tout, de l'intime, du domestique, du voisinage, de la vie urbaine, d'une collectivité, des transports, des moments professionnels, de l'industrie, de l'artisanat, de la nature, de la météo, et puis évidemment des uns et des autres, et ce dans toute l'étendue de la comédie humaine. Donc je laisse la parole tout de suite à Valérie Rozek, donc psychologue de l'environnement. On se plaint du bruit certes, mais pas forcément dans l'espace public, on se plaint plus du bruit dans l'habitat, parce que chez soi c'est une façon d'appréhender le monde, c'est de là que partent nos activités sociales, qu'on se restaure, et c'est un endroit qui est très investi affectivement et psychologiquement. Donc l'envahissement de la sphère privée par le bruit est très très mal vécu par l'individu, et c'est la plainte se localise d'abord dans le chez-soi. Et dehors, c'est le corbeau qui lance son coassement goguenard et traverse toute la cour. Et en réponse, voilà qu'une troupe de mouettes rigole en cascade. On insiste aussi, au-delà effectivement du problème par les madames de niveau sonore dans les discothèques, on a aussi des problèmes de surdité partielle. On a entre 15 et 20% des jeunes qui ont des problèmes de surdité aujourd'hui, pour voir justement parce que précisément on veut toujours être au-dessus en émergence par rapport à ce bruit de fond. Le problème quand on est malentendant, c'est que on n'arrive plus à faire la discrimination. La discrimination, c'est le fait de pouvoir faire le tri de ce que l'on entend. Par exemple, de suivre une conversation dans le bruit. Et lorsqu'on est malentendant, on n'est plus capable de faire ça. Donc dès qu'on est dans la rue, dans une gare, eh bien ça devient très compliqué. En cas de message sonorisé par des haut-parleurs, comment améliorer l'intelligibilité de ce message et également comment éviter à ce que tous ces lieux publics-là ne gênent pas ou peu leur voisinage. Au Stade de France, il y avait une double démarche qui était d'améliorer la qualité sonore perçue par le public et puis de limiter les fuites acoustiques vers le voisinage. Et ça, c'est en changeant, en sophistiquant, je dirais, le système de sonorisation qu'on est parvenu à améliorer les choses avec nos collaborateurs spécialisés dans la sonorisation. Et on a mis en place également des stations de contrôle et un système qui permet de suivre les évolutions sonores et le bruit à l'extérieur du stade, de manière à être averti immédiatement s'il y avait des dépassements des seuils de niveau sonore qui auraient pu gêner le voisinage. Les plaintes sont à peu près les mêmes tous les ans. Elles sont liées aussi il y a un aspect saisonnier de la plainte. On va ouvrir les fenêtres l'été, donc on va se plaindre plus de l'extérieur que l'hiver. Mais en général, non, la plainte ne diminue pas. Il y a toujours le même nombre de plaintes et les sources varient assez peu aussi. On se rend compte qu'il n'y a pas d'évolution et qu'il faut peut-être penser plus à développer tout ce qui est qualité sonore plutôt que tous les aspects curatifs liés donc au conflit, à la nuisance. Les sons se propagent nécessairement dans les espaces. Et là, la configuration physique du bâti ou encore du non-bâti permet de positionner et orienter les trajectoires sonores. Les limites physiques du lieu
cadre l'aire de propagation des ondes qui se réfléchissent sur les différentes parois, verticales ou horizontales. Et c'est précisément ce phénomène de la réflexion des ondes sonores qui est intuitivement exploité par les personnes qui jaugent l'espace à l'oreille. Il ne faut pas être fataliste aujourd'hui, il y a des solutions. Donc la solution de l'appareillage, mais il y a aussi des solutions à travers de l'affichage, des panneaux. Il y a aujourd'hui de la recherche qui est faite pour les smartphones, pour avoir des messages qui vont apparaître sur les smartphones des personnes qui sont dans les lieux publics. Et il y a aussi beaucoup de solutions pour les acousticiens, c'est-à-dire qu'on peut rendre les lieux publics moins bruyants, on peut traiter les surfaces, et de sorte à avoir des lieux qui sont beaucoup moins bruyants que ce qu'ils sont aujourd'hui. Bon, la plupart des bruits de fond qu'on subit, c'est nous-mêmes qui nous les créons à nous-mêmes. On est tellement habitués qu'on a du mal à les enlever. Parce que d'un seul coup, peut-être qu'on va se retrouver face à nous-mêmes, ou pour des raisons X, on va avoir du mal à vivre sans cette espèce de pression, de permanence, de chewing-gum en fait, de chewing-gum sonore, qui fait qu'on mâche quelque chose, qui nous permet de vivre peut-être. Dans beaucoup d'espaces, la difficulté provient de l'organisation architecturale qui favorise des superpositions des ondes sonores et favorise par le même effet le télescopage des réflexions, produisant de réels éblouissements et brouillages auditifs. Des lieux comme cela, eh bien, on en connaît plein, partout. J'aimerais citer, puisque nous y sommes et que je le vis tous les jours, le hall de la Cité des Sciences. Évidemment, la place de la Concorde, même combat. Le Louvre, je pense qu'avec la galerie du Carrousel, constitue une sorte de situation maximale dans le domaine. Absolument épouvantable. Dans le cas du Quai Branly, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est les systèmes d'écran sonore, donc de masquage par des aménagements des écrans, donc des murs anti-bruit, qui en général est utilisé pour les autoroutes, typiquement, et qui a été utilisé par Jean Nouvel et son équipe pour préserver le calme du jardin, malgré le fait qu'on se trouve à proximité d'un quai très bruyant, très passant. C'est transparent à la vue, mais ça bloque le son parce que c'est isolant dans le cadre de ce qu'on appelle l'effet d'écran, qui veut dire qu'on s'isole du bruit dans la limite de sa hauteur. Et c'est pour ça que cet écran est très haut, c'est parce que plus il est haut et plus il est performant. Mais des espaces plaisir où il fait bon entendre existent, y compris dans les grandes villes. Il s'agit de lieux lisibles à l'oreille, de lieux où l'équilibre sonore permet de distinguer chaque source sonore et de la localiser. Il s'agit d'un état de perspicuité, un concept émis par Pierre Marietan, qui est avec nous ce soir. Il s'agit du degré de reconnaissance des sons, les uns par rapport aux autres, dans un espace maîtrisé d'une aire auditive. Les bruits appartiennent à l'univers de la vibration, c'est-à-dire à l'univers du vivant. C'est pourquoi toute analyse le concernant doit d'emblée se positionner dans une conception épistémologique, complexe et qualitative. C'est à partir de cette conscience élargie qu'il faut apprendre à l'écouter. En effet, être à l'écoute du bruit nous apprend aussi à écouter les mondes, à l'entendre.